Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 2 août 2026 et notre cher ami Eric est avec nous. Bon retour parmi nous, Eric. Oh, attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui se passe? Désolé pour ça. Une vidéo YouTube vient de se lancer toute seule. Les Gremlings sont à l'œuvre. Oui, il se passe quelque chose. Larry, laissez-moi commencer par ce qui s'est passé hier soir. Donald Trump a finalement déclaré qu'il avait annulé l'attaque contre l'Iran, qui devait viser toutes ses infrastructures civiles, les réseaux électriques, tout là-bas. Et encore une fois, nous en sommes là. Quelle est votre compréhension de ce qui s'est passé? Ils étaient censés attaquer l'Iran vendredi soir, et hier soir, ça n'a pas eu lieu. Quelle est votre analyse, votre compréhension de la situation? Oui, je pense qu'il y a un débat intense au sein de l'administration Trump, premièrement. Et deuxièmement, apparemment, les Saoudiens et d'autres, j'imagine notamment les Qataris, ont probablement fait savoir à Trump « Ne fais pas ça », parce que l'Iran a dit qu'ils allaient faire sauter toutes nos raffineries et toutes nos... Si vous frappez l'une de ces cibles dont vous avez parlé en Iran, les centres de pouvoir, les raffineries, les sites nucléaires, ils vont détruire les nôtres et nous devrons abandonner nos pays. Quelque chose d'aussi grave a peut-être forcé Trump à renoncer. Oui, enfin, tous les signes étaient là, vous savez, les ambassades, les avertissements demandant aux gens de partir, de rester à l'écart, de ne pas aller dans ces zones, etc. Mais Trump a dit qu'il avait, pour l'instant, annulé l'opération. On verra. Il est encore tôt aujourd'hui. Enfin, il est environ 18h30 à Toronto, en soirée, donc on verra. Parfois, les bombardements commencent le soir. Par le passé, ils ont aussi commencé le matin. Alors qui sait? Il est 17h30. C'était à 5h30. Oui. S'ils avaient voulu attaquer, ils avaient la nuit dernière et celle d'avant. Je pense que c'était le meilleur moment pour eux de déclencher la guerre. Oui, enfin, souvenez-vous, ils avaient aussi dit que l'un des problèmes, c'était qu'ils craignaient l'effet que ça aurait sur les marchés, que ça ferait chuter la bourse. S'ils le faisaient dimanche, ça pourrait faire chuter la bourse et faire grimper très fortement le marché du pétrole. Permettez-moi de lire ce que Donald Trump a publié. Il dit que les États-Unis sont armés jusqu'aux dents et prêts à agir contre la République islamique d'Iran, à des niveaux de terreur militaire, de force et de puissance jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré cela, l'Iran et d'autres pays du Moyen-Orient viennent de nous demander de suspendre toute attaque dans cette zone, parce qu'il a dit que cela inclurait l'ouverture immédiate, complète et totale du détroit d'Ormuz, ainsi que la fin de la menace nucléaire iranienne. Je ne sais pas quelle était la menace nucléaire de l'Iran. Ça fait simplement partie du récit qu'il doit construire. Or, par le passé, l'Iran a dit qu'il avait envoyé un message aux États-Unis. Si aucune solution raisonnable n'était trouvée, l'Iran ferait une démonstration nucléaire. Encore une fois, je ne sais pas si cette information venait du Pakistan. Je ne sais pas s'il s'agissait de désinformation pakistanaise ou d'une information crédible. Mais quoi qu'il fasse sur le plan nucléaire, quand on regarde le détroit d'Ormuz, c'est mort. Je le regarde en ce moment même. Je vois 2 navires qui le traversent pour sortir et un navire qui entre. Et vous savez rien avec l'AIS activé du côté omanais. Donc vous savez, c'est fermé. Plus rien n'entre ni ne sort. Oui, cette fois-ci, il a dit que c'était l'Iran et des pays du Moyen-Orient qui lui demandaient de ne pas attaquer. Et l'agence de presse iranienne Fars a indiqué, après avoir interrogé l'un des responsables iraniens, que l'Iran n'avait pas demandé aux États-Unis de ne pas attaquer.
Ils ont dit que, s'ils allaient répondre, ce serait de la même manière, voire en escaladant. Mais les pays du Moyen-Orient, je pense qu'en gros, l'Arabie saoudite est dans une position très fragile en ce moment. C'est ça. On a appris que l'Arabie saoudite s'était entretenue avec Donald Trump hier. Oui, non. Je suis sûr que MBS l'a appelé et lui a dit « Eh, ne fais pas ça, parce que sinon, on va se faire laminer. » Il est question de la réouverture totale du détroit d'Ormuz. Or, encore une fois, la partie iranienne a déclaré qu'il n'y avait pas eu de discussion, qu'il n'existait aucun accord, quel qu'il soit, pour rouvrir le détroit d'Ormuz. La situation dans ce détroit revient, se répète, avec les mêmes conditions qu'avant le protocole d'accord, Larry. Voyez-vous le moindre signe indiquant que les conditions sont différentes de celles que nous avions avant la signature du protocole d'accord? Non, non. Encore une fois, l'équipe de Trump doit être complètement désorientée parce que, vous savez, d'un côté, il revient sans cesse à ses options militaires. On va écraser l'Iran. Mais de l'autre, on nous dit qu'en coulisses, le général Kane, président des chefs d'état-major interarmés, et l'amiral Cooper, à la tête du CENTCOM, lui ont dit « Écoutez, nos stocks d'armes sont en réalité limités. Et si nous lançons ce type d'attaque, elle n'aura peut-être pas l'effet que vous pensez. En revanche, elle épuisera des systèmes d'armes que nous ne pouvons pas remplacer. Ensuite, il y a la pénurie croissante de diesel et de carburant d'aviation. Et en plus de ça, c'est une pénurie mondiale. Donc, vous savez, jusqu'à présent, l'économie américaine n'a pas vraiment été touchée par ça, mais ça commence. Vous savez, il y a un chauffeur routier à cette conférence à laquelle j'assiste, et il disait que les prix augmentent. Donc, ils ont certains problèmes. L'une des histoires dont on parle peu, c'est à quel point la nourriture est mauvaise pour les marines américains déployés dans le cadre de cette unité expéditionnaire des marines, la MEU, celle qui était à bord du Boxer. Je veux dire, on parle de choses que vous ne donneriez probablement même pas à un chien. J'avais reçu des emails de la mère de l'un de ces marines. Elle m'a envoyé des photos et des messages en temps réel lorsqu'il communiquait avec son fils. Et vous savez, le gamin était vraiment très maigre quand il est rentré chez lui. Et puis, hier à la conférence, une autre femme est venue me parler. Elle m'a dit que son fils était dans les marines, qu'il venait d'être déployé au large des côtes iraniennes et qu'il était rentré. Je lui ai dit « Oui, j'ai entendu dire qu'ils avaient eu des problèmes de nourriture. » Et elle m'a répondu « Oh là là !» Alors, elle est entrée tout de suite dans le sujet et elle m'a dit « Tenez, regardez ça. » Elle avait une photo de l'un des repas. Oh mon Dieu! Il n'y avait rien là-dedans. Rien que de le regarder, ça m'a donné envie de vomir. Donc, pendant que Trump met en scène toute cette grande orchestration politique, ils ne prennent pas soin des troupes. Et ça a créé de vrais problèmes de morale et franchement, des problèmes de préparation opérationnelle chez ces militaires. Donc Trump a vraiment fait ça. C'est un désastre. Où est-ce qu'ils gardent ces troupes, Larry? Est-ce qu'ils les utilisent? En gros, vous parlez des troupes à bord des porte-avions. Ils sont dans la meule. Ils sont sur des navires comme le Boxer. Ce n'est pas comme un porte-avions. L'un de ces navires a une sorte de pont pour l'atterrissage des hélicoptères, mais ce sont des navires conçus pour soutenir des opérations amphibies. Ils ne font donc pas partie, à proprement parler, du groupe aéronaval. Mais ce que je dis, c'est que si les marines sont nourries comme ça, ce n'est pas bon. Et encore une fois, cette femme l'a confirmé hier. Mon fils aussi a perdu du poids. Vous savez, il est rentré à la maison et elle a montré une photo.
Hmm. Nous savons que les destroyers ne suffisaient pas. Du moins selon le commandement en Europe. Ils ont dit, l'un des commandants en Europe a déclaré qu'il n'avait pas suffisamment de moyens de défense antiaérienne ou de système de défense pour Israël, pour aider Israël, pour défendre Israël. Et, Eh bien, oui, les destroyers. Donc, c'était le commandant du commandement européen. Et apparemment, il a des destroyers qui lui sont rattachés. Ils allaient les positionner au large des côtes israéliennes pour assurer, pardon, je prends mon café, pour assurer une couverture de défense aérienne, s'ils le pouvaient. Encore une fois, les missiles qu'ils ont sur ces destroyers sont en nombre limité. Enfin, ils n'en ont qu'un nombre limité. Donc, s'il y avait une attaque intense et massive, leurs stocks pourraient eux aussi être rapidement épuisés. Et ces navires devraient alors repartir vers un autre port pour qu'on y charge les armes dans ces systèmes de lancement vertical. vous pensez que s'ils avaient vraiment eu l'intention d'attaquer sérieusement l'Iran, ils auraient dû rapprocher tous ces porte-avions des ports iraniens, du sud de l'Iran, je ne sais pas, du Golfe Persique, ou bien auraient-ils pu le faire sans rapprocher les porte-avions de l'Iran? Eh bien, rapprocher les porte-avions aide les avions. Vous savez, ça leur donne une distance plus courte à parcourir. Je ne suis pas sûr que les commandants américains aient très envie de faire survoler l'Iran par des avions américains, car, je pense, on s'inquiète de plus en plus du fait que le système de défense aérienne iranien se soit amélioré et non affaibli. Il pourrait donc réellement avoir la capacité d'abattre certains de ces appareils. C'est pour ça que, selon moi, ils ont préféré utiliser des armes à distance de sécurité, comme les Tomahawk, les JASSM ou même les JDAM. C'est pas une très grande distance de sécurité, mais c'en est quand même une, un peu. Il a dit, Donald Trump a dit, sur la base de cette demande, qui vient de l'Iran et des pays du Moyen-Orient, j'ai accepté, pour le bien futur du monde, ainsi que pour la survie et la réussite d'un Iran prospère, d'annuler l'attaque, à condition de pouvoir conclure rapidement un accord avec l'Iran. Quel est cet accord, Larry, dont il parle après avoir violé toutes les dispositions de l'accord nucléaire? Il parle d'un accord. De quoi s'agit-il dans son esprit? Je ne sais pas. Honnêtement, je veux dire, ça change d'un jour à l'autre. Il se peut qu'il veuille obtenir un accord sur le nucléaire. Mais l'Iran a très clairement dit qu'il ne parlerait pas du tout du nucléaire, ni d'un accord nucléaire, tant que les autres éléments du protocole d'accord ne seront pas respectés. Ce qui signifie faire dégager Israël du sud du Liban, permettre à l'Iran d'exercer un contrôle sur le détroit d'Ormuz, lever les sanctions pétrolières, lever le blocus et débloquer les avoirs. C'est ce que l'Iran exige, et je ne les vois pas du tout revenir sur ces exigences. Est-ce que ça signifie qu'on va retomber dans le même cycle d'escalade du conflit, avec les États-Unis qui reviennent aux mêmes politiques dans le détroit d'Ormuz? Non. Vous savez, ce qui empêche les États-Unis d'agir en ce moment, c'est une combinaison de facteurs. D'abord, ces navires qui sont déployés là-bas depuis maintenant 5 ou 6 mois. Les équipages commencent à s'impatienter. Vous savez, ils veulent rentrer chez eux. Les conditions de vie des marines sont certainement insupportables. Les systèmes d'armes, les missiles de précision considérés comme un élément crucial de toute attaque américaine sont en quantité limitée, voire épuisés. En pratique, ils n'ont plus rien qu'ils puissent utiliser efficacement. Il n'y a pas de bonne option au sol. Et le vrai,
Ce qui devrait être la priorité absolue de Trump en ce moment, c'est de remettre immédiatement le détroit d'Ormuz en fonctionnement normal. Ou en fonctionnement normal, selon les nouvelles conditions imposées par l'Iran, qui exigent que les navires fournissent leur manifeste de cargaison, indiquent leur destination et la nationalité des membres d'équipage, etc. Mais au moins, cela permettrait de relancer les flux de pétrole. Peut-être aussi de gaz naturel liquéfié. Je ne sais toujours pas exactement quels dégâts ont été causés aux installations là-bas, au Qatar. Certains rapports indiquaient qu'il faudra 2 à 3 ans pour les remettre en service. Cela veut dire qu'on est confronté à un problème d'arrêt prolongé ou de raréfaction de l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié. Et si ce gaz naturel liquéfié ne sort pas de là, alors l'hélium non plus. Parce que quand il l'extrait du sol, l'hélium y est contenu. Donc, la pénurie d'hélium va continuer à affecter le prix des puces électroniques. Et puis, on ne sait pas si lorsqu'on ferme un puits de pétrole, si le Koweït, Bahreïn, les Saoudiens, les Qataris, est-ce que l'un d'entre eux a fermé des puits de pétrole simplement pour éviter des dégâts immédiats? Parce qu'une fois qu'on les ferme, ce n'est pas aussi simple que d'appuyer sur un interrupteur pour les remettre en marche et redémarrer. Il y a donc beaucoup d'inconnus. Mais tout cela touche au cœur du problème, l'économie mondiale. C'est mauvais, terrible pour l'économie mondiale. On ne peut pas retirer autant d'activités de l'économie mondiale et s'attendre à ce qu'elle continue de fonctionner normalement. Oui, Larry. Combien de ces bases? Laissez-moi simplement afficher la carte des bases américaines en Asie occidentale. Je voudrais savoir combien de ces bases sont encore actives. Nous en avons 2. Laissez-moi vérifier. En voici 2 en Irak. Il y a Al-Harir, à Erbil, que les États-Unis ont beaucoup utilisé récemment, ces 2 dernières semaines. C'est essentiellement pour ça que l'Iran les attaquait. Et il y a la base aérienne d'Al-Assad, je suppose, également en Irak. Je ne sais pas si elle est toujours active, ni combien de forces et de munitions elles abritent. Que pouvez-vous nous dire de ces 2 bases importantes, proches de la frontière occidentale de l'Iran? Oui, non, je ne sais pas. Enfin, les informations indiquaient que je pensais que la base d'Erbil, il la fermait et évacuait du personnel à cause des dégâts qu'elle avait subis. Mais pour Al-Assad, je ne sais pas. Je me suis posé à Al-Assad. Oh là là, il y a 20 ans, on avait fait une brève escale, vous savez. On est arrivé en spirale, on s'est posé, puis on est reparti en spirale. Donc je suppose qu'il y a probablement encore une capacité de ravitaillement en vol sur place. C'est mon estimation. Je ne pense pas que la base ait été complètement fermée. Et cela renvoie à ce dont nous avons parlé hier, ma critique de l'état-major iranien. Ces différentes bases aériennes, vous savez, vous êtes attaqués en grande partie depuis les airs. C'est de là que viennent ces attaques. Et ce n'est pas basé en mer, c'est basé à terre. Alors détruisez le carburant d'aviation. Vous savez, ils ont ces réservoirs de stockage de carburant, faites-les exploser. Si vous les neutralisez, alors vous savez, les États-Unis ne peuvent plus voler. C'est très simple. Vous faites ça et vous affaiblissez encore davantage la capacité des États-Unis à poursuivre leurs attaques. Il semble qu'ils soient essentiellement au Koweït. Ils sont actifs parce qu'ils disposent de 3 sites, le camp Buehring, le camp Arifjan et la base navale de Camp Patriot. Tous sont situés au Koweït. Ils utilisent ces camps pour attaquer l'Iran. Si je ne me trompe pas, la dernière attaque contre l'Iran, menée depuis le Koweït, est partie du nord du pays. Oui, depuis Buehring, je crois.
Mais encore une fois, je pense que les États-Unis ont désormais une présence limitée sur ces bases, tout simplement en raison, là encore, de l'ampleur des dégâts qui ont été infligés. Ces bases, vous savez, sont en quelque sorte considérées comme des bases en temps de guerre. Et la 5e flotte à Bahreïn. Pensez-vous que cette base a perdu d'efficacité? Oui, je ne pense pas qu'il reste quoi que ce soit là-bas. Plus aucun personnel, en tout cas plus aucun état-major. Il y a peut-être encore, disons, des agents d'entretien, des gens qui essayent de s'occuper de certaines installations. Mais je pense que le site a été rendu inopérant. C'est la même chose pour Al Udeid au Qatar. Al Udeid. Il semble que le gouvernement qatari soit très préoccupé par la poursuite des hostilités. C'est pour cela qu'il a d'une manière ou d'une autre coopéré pour tenter de régler la situation sur cette base ou pour désactiver la base, car ce sera leur principal problème si la guerre continue. Et les États-Unis, vous vous souvenez que les États-Unis ont utilisé cela il y a 2 ou 3 semaines. Ils ont utilisé les avions ravitailleurs venant du Qatar pour ravitailler les avions de chasse. Oui, mais je pense que leur capacité à le faire a désormais été éliminée ou gravement endommagée. Donc, je ne vois pas Al Udeid fonctionner de cette manière aujourd'hui. Ensuite, nous avons la base aérienne d'Escan en Arabie Saoudite et la base aérienne Prince Sultan. Ces 2 bases sont actives. Je suppose que la plupart des systèmes Patriot déployés en Arabie Saoudite se trouvent sur ces 2 bases aériennes. Oui, peut-être, mais le système Patriot ne sert à rien. Vous savez, enfin bon, je suppose qu'on l'a. Ça nous donne l'illusion d'être en sécurité. Larry, les 2 bases aériennes importantes aujourd'hui sont la base aérienne Muwafaq Salti et la base aérienne du roi Faisal en Jordanie. Ce sont les 2 principales. Avec le temps, les États-Unis ont retiré bon nombre de ces installations et de ces armes. Ils les ont regroupées sur ces 2 bases en Jordanie. Et ils se sont retirés. Mais le personnel américain a lui aussi été retiré de ses bases. Donc, là encore, elles ne sont pas entièrement dotées en personnel. Et les frappes iraniennes contre elles ont clairement contraint les États-Unis à réduire leur présence sur ces bases. D'où venaient les forces qu'ils ont retirées? D'Israël. Oui, et c'est ce qui inquiétait certains responsables israéliens. Nous sommes conscients que si nous faisons ça, nous allons devenir une cible plus importante ici. Si l'on regarde la guerre, Larry, aujourd'hui, d'une certaine manière, selon ce que j'en comprends, tout tournait autour du programme nucléaire iranien ou de l'idée de faire quelque chose avec le gouvernement iranien. Là maintenant, tout le monde est impliqué. Toutes les composantes de l'axe de la résistance sont impliquées et elles ont leurs propres exigences. Le Yémen a les siennes. L'Irak, c'est pareil. L'Iran, c'est l'ensemble de tout ça. Ou alors, la solution qui pourrait en sortir. Supposons qu'ils veuillent parler, qu'ils veuillent communiquer, ce serait une sorte de grande négociation. Je ne sais pas comment cela pourrait être possible pour l'administration Trump. Eh bien, encore une fois, l'administration Trump n'a pas défini son objectif. Vous savez, recourir à la violence juste pour la violence. Au départ, je pense qu'ils répugnent à l'admettre, mais il s'agissait d'un changement de régime. Et c'est pour ça qu'ils ont suivi le plan de Bibi. Eh bien, ça a échoué. Il y a eu une frappe spectaculaire et dévastatrice au début, le 28 février.
mais elle a consolidé le soutien au gouvernement révolutionnaire iranien. Donc, un changement de régime. Ils aimeraient le voir changer, mais ils ne peuvent pas y parvenir militairement. Alors ils restent, d'accord, repli Inc. Oh, négocions un accord pour nous débarrasser du nucléaire. C'est le JCPOA. Il l'avait déjà. C'est Trump qui s'en est retiré. Et c'est pour ça que l'Iran insiste, on ne négociera rien sur le nucléaire tant que les autres questions, les sanctions, le blocus, les fonds gelés, ne seront pas réglées. Une fois que ce sera fait, on reviendra et on parlera du nucléaire. Mais on ne le fera pas comme vous voulez le faire. C'est-à-dire en nous mettant, en gros, un pistolet sur la tempe pour nous y contraindre. Parce que vous n'êtes plus en position de pouvoir faire ça. Peut-être que Netanyahou a toujours dit que ce n'était pas suffisant. Tout ce que vous faites pour nous en Asie occidentale, au Liban, en Palestine, ce n'est pas suffisant. Nous n'en obtenons pas assez. Mais récemment, quand il s'agit de la guerre, de l'attaque contre l'Iran, il dit que ça a été un immense succès, que ça se passait incroyablement bien. Il répète tout ce dont Donald Trump parle. Nous avons détruit ceci, détruit cela. Et lui, d'une certaine manière. Quelle est votre lecture de la façon dont il essaye de présenter la guerre jusqu'ici, pour Israël et pour lui-même? Vous savez, pas vraiment. Il répète sans cesse le refrain selon lequel l'Iran est une menace. Mais malgré cela, il continue de parler de la nécessité d'un changement de régime en Iran. C'est vrai. Mais en réalité, ils ne font rien militairement contre l'Iran, parce qu'ils reconnaissent qu'Israël est extrêmement vulnérable aux missiles balistiques iraniens si l'Iran décide de riposter et d'attaquer, notamment en détruisant les 2 raffineries de pétrole, et de Safor, les 2 principales raffineries. L'une est à Haïfa, l'autre à Ashdod. Si vous faites ça, vous coupez la capacité d'Israël à produire du gazole et du carburant d'aviation dont il a besoin. Il faut du gazole pour faire fonctionner l'armée et du carburant d'aviation pour faire fonctionner l'armée de l'air. Et la seule chose qui pourrait éventuellement les sauver, ce serait l'arrivée de pétroliers pour décharger ces carburants. Mais ils n'ont pas cessé d'affirmer que l'Iran est une menace, sans pour autant avancer de propositions précises sur ce qu'ils vont faire à ce sujet. Pensez-vous que l'Arabie saoudite serait en mesure ou disposée à discuter avec les Yéménites pour lever le blocus du Yémen? Eh bien, je ne sais pas. Je sais qu'ils devraient le faire. Vous savez, si l'on se demande simplement ce qui est dans l'intérêt de l'Arabie saoudite, son intérêt, premièrement, c'est de s'assurer qu'elle ne subisse plus aucune menace d'action militaire de la part d'Ansar Allah. Donc, vous savez, se réconcilier avec eux, lever le blocus, arrêter de les provoquer. Comment voyez-vous ce rôle? Je disais simplement qu'avec ça, je ne vois pas Ansar Allah. Ansar Allah n'a aucune ambition territoriale qui consisterait à entrer en Arabie saoudite pour la conquérir. Le chef des forces yéménites pro-saoudiennes au Yémen, enfin, l'un des chefs de leur brigade, je parle bien des forces yéménites pro-saoudiennes au Yémen, a été tué hier par Ansar Allah. Ils l'ont annoncé. Il a été brutalement assassiné, avec ses forces. Cela signifie que l'Arabie saoudite essaye de faire quelque chose à l'intérieur du Yémen, en alimentant les combats entre les groupes. Et selon vous, Larry, quelle est la position de Washington concernant le Yémen? Ont-ils une sorte d'agenda au Yémen, en poussant d'une certaine manière l'Arabie saoudite dans des directions particulières? Non, je n'en suis pas sûr. Enfin, je suis sûr qu'au sein de la CIA,
Quelqu'un a pour mission, en gros, de travailler avec les Saoudiens pour faire prévaloir les intérêts saoudiens. Mais encore une fois, du point de vue de la CIA, pour agir efficacement au Yémen, il faut avoir des gens sur le terrain. Or, la CIA n'a pas de gens sur le terrain qui nouent des relations avec des membres de la direction d'Ansar Allah au Yémen. Donc, je pense que c'est davantage une priorité saoudienne. Ils demanderont peut-être, ou peut-être pas, l'aide des États-Unis. Mais ce sont les Saoudiens qui se sont mis eux-mêmes dans cette situation. Je ne pense pas que les États-Unis les aient encouragés à s'en prendre au Yémen. En ce qui concerne les groupes en Irak, les États-Unis étaient impliqués là-bas et ils voient tout cela dans le contexte de l'Iran. Mais je ne suis pas sûr qu'ils considèrent que... Certes, l'Iran soutient Ansar Allah, j'en suis sûr, mais l'Iran ne tient pas la barre. Ce n'est pas lui qui décide de ce qui va être fait, de ce qu'il faut faire. La politique du donnant-donnant va-t-elle devenir celle de Donald Trump, au vu de ce qui s'est passé jusqu'ici? Vont-ils tirer les leçons de ce qui s'est passé? Ou vont-ils chercher à se venger? Vont-ils étendre la guerre? Parce que la guerre avec l'Arabie saoudite, le cas de l'Arabie saoudite que vous venez d'évoquer, n'existait pas auparavant. Aujourd'hui, on parle du Yémen, de l'Arabie saoudite et du blocus contre l'Arabie saoudite. Ibrahim stigmat was step there grober da avant. Car avant l'attaque de l'Arabie saoudite au Yémen, il n'y avait aucun blocus contre l'Arabie saoudite en mer Rouge. Le blocus est arrivé après cette attaque, qui marque une extension de la guerre. Et cela signifie que l'attaque contre l'Irak, c'est la même chose. Hier, nous avons aussi eu de nouvelles attaques, d'énormes explosions dans le sud du Liban. Israël essaye de faire tout ce qu'il peut. Il semble qu'il tente de prendre la forteresse d'Al-Tahrir dans le sud du Liban. C'est pour cela que vous voyez autant d'explosions dans cette zone. Donc, est-ce que cela veut dire que, alors que Donald Trump a décidé d'annuler l'attaque contre l'Iran, d'une certaine manière, la guerre s'étend? Eh bien, je ne suis pas sûr que la guerre soit en train de s'étendre. Vous savez, encore une fois, les combats au sol qui ont eu lieu au Yémen duraient depuis 10 ans. Donc, ce n'est pas nouveau. Oui, je veux dire, ils ont repris après une interruption de 2 ans. Mais ça restait là-bas comme une plaie qui suppure. Franchement, je ne sais pas ce que Donald Trump fera ensuite, parce qu'il s'est vraiment mis dans une impasse. Il insiste sur le fait qu'il doit faire quelque chose militairement. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment les moyens, la capacité de faire quelque chose militairement. Ils ne peuvent pas égaler l'ampleur de ce qui a été lancé le 28 février. Ils n'ont pas les mêmes moyens aériens qu'à l'époque, même si des moyens aériens supplémentaires ont été déployés dans la région. Mais surtout, s'ils commencent à utiliser des Tomahawk et des JASSM au même rythme que durant les 4 premières semaines de cette guerre, en mars, quand ils en ont tiré, bon Dieu, ils vont se retrouver dans une situation critique. Parce qu'ils n'auront pas assez de ces armes à fournir au PACOM et à l'EUCOM, qui ont autant besoin de Tomahawk et de JASSM que le CENTCOM. Ils ont des missions sur le papier qui sont censées être prêts à exécuter. Et s'ils n'ont pas ces systèmes, ils ne peuvent pas accomplir leur mission. Le monde entier, Larry, souffre de la guerre en Asie occidentale, à cause de l'importance du détroit d'Ormuz pour la plupart des pays du Conseil de coopération du Golfe. Le pétrole, le gaz, tout. Les engrais, l'hélium, tous ces éléments essentiels. Et puis, à mon avis, l'Iran joue un jeu très politique, pas seulement militaire, un jeu politique avec les États-Unis. Parce que chaque fois qu'ils ont dit vouloir négocier, l'Iran a répondu « D'accord, négocions. Vous voulez signer un protocole d'accord. Ils signent un protocole d'accord avec les États-Unis.
Et le moment est, d'une certaine manière, très critique pour Donald Trump en ce moment, parce que le monde entier regarde ce qui se passe et dit, ce sont les États-Unis qui font ça, ce sont les États-Unis qui font ceci et cela, qui attaquent. Qu'est-ce que c'est que ça? Pensez-vous que la perception qui s'est créée va exercer une forme de pression sur Donald Trump et son administration? The perception that has been created. Yeah, well, I think they're under economic pressure. Eh bien, je pense qu'ils sont sous pression économique et sous une pression politique grandissante. Parce que malgré tout, vous savez, Trump est entouré d'une bande de courtisans. Et cela rappelle quelque peu cette scène de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, avec le roi des Rohirrim, les cavaliers. Quand Gandalf et les autres vont voir ce roi, il est complètement sous le contrôle d'un type appelé Langue de Serpent. Et vous savez, son esprit ne lui appartenait plus. D'une certaine manière, c'est un peu Trump. Sur le papier, Trump aurait le pouvoir de décider, mais des facteurs extérieurs limitent ce qu'il peut faire, des choses qui ne dépendent pas de lui. Et je pense qu'il trouve cela extrêmement frustrant. Mais, pour ne rien arranger, les sondages d'opinion tournent très nettement contre Trump. Running against Trump in a very dramatic fashion. And now, we're the first. Et maintenant, vous savez, on est dans les tout premiers jours d'août. Bon sang, juillet est passé comme ça, en un éclair. Août va vite se terminer. Ensuite, ce sera septembre, octobre, puis l'élection en novembre. Et vous savez, pour l'instant, les signes indiquent que Trump va subir une défaite dévastatrice, que les républicains vont être balayés du pouvoir. Et les républicains continuent vous savez, ils continuent d'aliéner leur base. Et cette conférence organisée par Robert Barnes, la conférence 1776, me le rappelle. Il s'en sert pour lever des fonds afin de financer son cabinet d'avocats qui prend en charge des affaires pro bono. Et je dirais que la plupart des gens qui assistent à cette conférence étaient ce que vous considéreriez comme des soutiens de Trump. Plus maintenant. Enfin, j'ai eu des conversations hier. Not now. I mean, I had conversations yesterday. Robert had. Vous savez, Robert avait fait imprimer ses cartes avec, vous savez, une photo de moi, habillé en général, de la guerre d'indépendance. Les gens passaient et vous demandaient de signer les cartes. J'ai donc eu l'occasion de parler à probablement plus de 100 personnes qui faisaient la queue et posaient des questions. Et vous n'entendiez pas les gens dire « Oh oui, que Dieu bénisse Donald Trump, il a fait un excellent travail. » C'était tout le contraire. Donc ça, c'est le contexte. Je ne sais pas si Trump s'en rend pleinement compte pour l'instant. Je ne sais pas si Suzy le maintient dans l'ignorance à ce sujet, mais à un moment donné, ils ne pourront plus le cacher. Et la réalité, c'est que Trump est en difficulté sur le plan politique. Et ça va finir par lui sauter aux yeux. Alors dans ce contexte, qu'est-ce qu'il fait? Mener davantage de violence contre l'Iran, ce n'est pas porteur. Ce n'est pas quelque chose que les Américains, que le public aux États-Unis réclame à corps et à cri. Voilà le problème. Voyez-vous des forces, des personnes au sein de l'administration qui l'aident? Ou bien n'ont-elles pas ce genre de pouvoir, ce genre de caractère au sein de l'administration? Il faut que cela vienne de l'extérieur de l'administration. Un emphasis sur Romagnou. Si le problème politique auquel ils vont être confrontés, selon vous, est-ce que ce sera la solution? Est-ce que ça viendra de l'intérieur de l'administration? S'ils en décident ainsi, s'ils envisagent cette possibilité. Eh bien, des événements extérieurs peuvent les y contraindre. Et je pense que le principal, c'est la situation économique. Parce que si le prix du diesel et du carburant aviation continue d'augmenter, cela aura un effet négatif sur la croissance économique. C'est donc un problème. Et celui-là ne va pas disparaître. On ne peut pas le présenter autrement et faire comme si ce n'était rien. Oui.
Alors c'est fini. Oui, allez-y. Non, je voulais simplement dire que ce sera en quelque sorte la combinaison de la situation économique mondiale et de la situation économique américaine qui, à mon avis, finira par obliger Trump à tenter de trouver une autre politique et peut-être, vous savez, à être disposé à faire certaines concessions à l'Iran. Rester sur ce pied de guerre, simplement maintenir ces moyens déployés, ça coûte cher aussi. Et les maintenir déployés sans rien faire signifie que ces moyens commencent à perdre une partie de leur efficacité. Je pense que quand on parle d'hier, on a appris qu'Asim Munir du Pakistan et le ministre des Affaires étrangères de Turquie étaient en contact avec Donald Trump, avec les Iraniens. Ils essayaient de faire de leur mieux pour ramener une forme de bon sens entre les deux, vous savez. Mais il y a d'autres acteurs, Larry, dont on n'entend pas parler. Je pense surtout aux Européens. Ils souffrent beaucoup, je dirais, énormément. Mais on ne les entend pas. On ne voit aucun rôle de l'Europe. L'Europe a tout simplement été aplatie. Les décideurs politiques en Europe ont tout détruit. Rien ne sort de l'Europe. Alors, vont-ils enfin s'exprimer et dire à quel point ils souffrent des guerres en cours? Ou bien, d'une certaine façon, ils s'en fichent. Eh bien, j'ai renoncé à essayer de psychanalyser les Européens, et même à les comprendre. Ils sont irrationnels. Vous savez, qui approuvent une politique consistant à se couper de l'approvisionnement le moins cher en pétrole et en gaz naturel liquéfié? C'est ce que fournissait la Russie. Et maintenant, vous dites à la Russie d'aller se faire voir et que vous n'allez plus dépendre d'elle. À la place, vous allez payer du gaz naturel liquéfié venu des États-Unis. Ça coûte 5 fois plus cher. Et maintenant, il y a aussi la dépendance aux importations de pétrole en provenance des États-Unis. C'est vraiment comme ça que l'Europe a pu survivre jusqu'ici. Ces raffineries sont au moins configurées pour traiter le pétrole brut léger qui vient des États-Unis. Donc elle n'a pas encore connu une crise énorme du côté du brut léger. En revanche, il y a une pénurie de diesel et de carburant aviation, parce que vous savez, le pétrole brut lourd est une source majeure pour cela. Donc vous savez, l'Europe n'a pas agi dans son propre intérêt financier. Ça, c'est certain. Europe has not been acting in its own financial interest. That's for sure. Je pense que plus ce conflit se prolonge, plus les gens comprendront que l'administration Trump perd sa capacité à communiquer ou à convaincre le monde que les États-Unis sont disposés à jouer un rôle important dans ce qui se passe. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on a appris que l'Inde et la Chine ont rouvert le col de Natula, comme ils l'appellent, au commerce transfrontalier, pour la première fois depuis 2020. Ce sont des acteurs importants. La Chine et l'Inde reviennent, vous savez. Elles marquent donc une nouvelle étape dans l'amélioration progressive de leurs relations, après des années de tension et de ce qui s'est passé entre elles. Ce n'est pas une question de Chine et d'Inde. Je suppose que c'est la même chose pour la Russie et l'Iran. D'une certaine manière, la Turquie se rapproche des États-Unis en essayant de les convaincre qu'elle sera un bon partenaire. Mais après tout, ils vivent ensemble en Asie occidentale. Ils connaissent l'importance de l'Asie occidentale, la complexité de ce qui s'y passe. Et vous ne voyez pas ce genre de grande stratégie venir de l'administration Trump. On en parlait déjà sous l'administration Biden. Ça s'aggrave sous l'administration Trump. On ne voit même pas de stratégie à court terme, encore moins de grande stratégie. Vous savez, on ne voit aucune réflexion stratégique. Je pense qu'il y a peut-être une meilleure façon de considérer tout ce chaos qui est en train d'éclater. Ça a commencé avec l'attaque contre l'Iran. D'abord, vous savez, l'attaque de type révolution de couleur avait commencé le 31 décembre et s'est prolongée dans la nouvelle année. Tout cela vise à essayer d'affaiblir les BRICS, parce que je pense qu'il y a désormais une prise de conscience croissante chez les dirigeants financiers occidentaux
que les BRICS sont une réalité et qu'ils représentent une véritable menace pour leur domination. Les BRICS créent des alternatives en matière de finance, de commerce et de banque qui échappent au contrôle du dollar américain. Et je pense que c'est quelque chose que stratégiquement, les gens en Occident essaient d'empêcher. Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient encore trouvé comment s'y prendre. Parce que, vous savez, quand on regarde le protocole d'accord, il porte essentiellement sur les avoirs iraniens gelés et sur les sanctions contre l'économie iranienne. Les solutions à ces problèmes ne viennent pas des États-Unis. Elles viennent des BRICS, à mon avis. Exact. Et les dirigeants iraniens le perçoivent à mesure que le temps passe. Oui, Laith. Yeah, I mean, the era. L'époque où, vous savez, ils pensaient que les États-Unis pourraient garder le contrôle, que le pétrodollar obligerait tous ces pays à obéir, s'est révélé ne pas correspondre à la réalité. Le fondement du pétrodollar, c'était l'Arabie saoudite et les pays du Conseil de coopération du Golfe. Et aujourd'hui, ils sont, je dirais, dans une lutte existentielle pour survivre à cause de la guerre, une guerre dont ils ne faisaient pas partie. Ils ont été utilisés comme un moyen, en quelque sorte, d'attaquer l'Iran. Et maintenant, ils doivent, voyez-vous cette idée faire son chemin chez eux, qui doivent se diversifier. Il n'y a pas d'autre moyen de survivre sans diversifier leur économie, sans, vous savez, établir de meilleures relations avec la Chine au fil du temps, avec la Russie, avec l'Iran, parce que ce serait l'alternative pour eux. Et comment cela pourrait-il être acceptable pour Washington? Eh bien non. Et vous savez, ces pays, les pays du Golfe, doivent trouver comment se dégager de cette dépendance. Et une partie de ce processus, disons, de désengagement, a été provoquée par la guerre. Ils ont compris qu'ils avaient parié sur la capacité des États-Unis à les protéger. Eh bien, il s'avère que les États-Unis ne peuvent pas les protéger. Ils pensaient aussi que le marché financier américain serait en mesure de les soutenir, et ils découvrent que ce n'est pas le cas. Donc cela a été une sorte d'électrochoc pour beaucoup d'entre eux. Mais encore une fois, quand je parle de pays, on parle, vous savez, d'un contrôle politique exercé par certaines tribus, par des chefs tribaux. Et ces chefs tribaux ne bénéficient pas d'un soutien populaire. Dans certains cas, c'est simplement un héritage, vous savez, parce que vous êtes né dans la bonne famille. Mais quand on arrive aux Émirats arabes unis, il y a tous ces Émirats concurrents. Donc ils ne sont pas forcément tous sur la même longueur d'onde non plus. La capacité des États-Unis à influencer et à contrôler la région est donc désormais remise en question. Larry, les deux importantes résolutions aux États-Unis, les 224 et 662, concernant le rapprochement ou la fusion des services de renseignement et de l'armée avec Israël, entre les États-Unis et Israël, combien de temps cela prendrait-il, vous savez? Quel type d'influence cela aurait-il sur la coopération entre les États-Unis et Israël? Est-ce que ce serait important? Oui, cela pourrait avoir un impact assez considérable. Mais d'une certaine manière, cela va nuire à la capacité de préparation des États-Unis. Écoutez, tout l'objectif ici est de sortir le financement d'Israël de l'arène politique et de l'institutionnaliser dans un processus bureaucratique. Parce que vous savez, une fois qu'on a institutionnalisé quelque chose dans un processus bureaucratique, il est difficile de s'en débarrasser. Cela signifie que toutes ces armes lourdes, les systèmes patriotes, tout cela, vont être produits aux États-Unis.
Parce que Benjamin Netanyahu a récemment déclaré à plusieurs reprises qu'Israël voulait être indépendant des États-Unis. En substance, ces nouvelles résolutions aux États-Unis ont inversé cette situation. Yeah. Good luck producing Oui, them. bon courage pour les produire. Si la Chine décide de leur fournir des terres rares, ils pourront peut-être les produire. Mais leur production effective ne va pas se concrétiser de sitôt. Anytime soon. Je ne sais pas si vous avez vu la photo de Tucker Carlson avec Thomas Massie et Marjorie Taylor Greene. C'est Marjorie qui l'a publié. Il y avait aussi Joe Kent. Et dans l'ensemble, c'est une sorte de nouveau mouvement au sein du mouvement MAGA parmi ceux qui ont soutenu Donald Trump. Comment cela change-t-il le Parti républicain? Comment voyez-vous ces forces, ces nouvelles forces, arriver avec de nouveaux arguments? Ce sont des gens qui soutiennent Donald Trump aujourd'hui. Ils ont des objectifs un peu différents. Enfin non, je ne peux pas dire qu'ils ont des objectifs différents. Donald Trump a des objectifs qui diffèrent de ceux qu'ils avaient avant son élection. Et aujourd'hui, ces gens disent « Nous allons revenir en arrière. Nous ne voulons pas de ce type de politique. Nous ne voulons pas de guerre sans fin. Nous voulons quelque chose de nouveau. » Sure. Yeah, well, no, look, Qu'est-ce que c'est selon vous? Écoutez, je pense qu'on assiste à un réalignement très similaire à ce qui s'est passé dans les années 1850, quand le Parti républicain a émergé. Je crois qu'à l'époque, il y avait le Parti Whig, parce que le Parti Whig était devenu, disons, enfermé dans le passé. Il n'était plus capable de s'adapter à l'évolution de son électorat. C'est l'un des points soulevés hier par ce sondeur, Rich Baris. Si Tucker décidait d'annoncer sa candidature à la présidence avec Thomas Massie comme candidat à la vice-présidence, ce serait très très puissant. Il viderait pratiquement le Parti républicain de sa substance. Le Parti républicain deviendrait un parti minoritaire. Eux recueilleraient beaucoup de soutien. They would garner a lot of support. So, Il semble que la même chose arrive aussi aux démocrates. yeah. I mean, you've got Oui. Je veux dire, le chaos qui règne au sein des partis institutionnels impose un réalignement assez profond. Et vous savez, voyons s'il... Vous savez, pour l'instant, on parle de parti unique, parce qu'il ne semble pas vraiment y avoir de différence importante entre eux quand il s'agit de gouverner concrètement. Donc, on verra. when it comes to actually governing. So we'll see. Oui, merci beaucoup Larry d'être avec nous aujourd'hui. All right, my Très bien, mon ami. On se voit demain. D'accord. À demain. Okay. See you. Bye-bye. Salut.